Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur Africa Radio, le grand débat, les grands faits de l'actualité en Afrique, en Europe et dans le monde. Nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat et pour nous faire part de vos commentaires. Gardez bien vos bonnes habitudes, même en étant confinés. Allez donc sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Dans le grand débat aujourd'hui, le silence du Irak en Algérie. Que reste-t-il donc du Irak, Ce mouvement de contestation déclenché en Algérie à partir de février 2019, un an après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika et 4 mois après l'élection, à l'issue d'un scrutin contesté du président Abdelmajid Tebboune, le pays se trouve confronté, comme l'ensemble de la planète, à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte, quel est l'avenir du Irak, dont les acteurs, contraints de suspendre les manifestations, continuent à en appeler à un changement de système politique dans leur pays, alors que les ONG de défense des droits humains dénoncent le maintien en détention de plusieurs acteurs du mouvement révolutionnaire. Faut-il craindre de la part du pouvoir algérien une discrète répression du Irak sous le couvert de la lutte contre la pandémie Covid-19 ? Le Irak peut-il survivre à cette situation? Nous en parlerons avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par Hugo Joker Vallière. Le Grand Débat, Africa Radio. Trouvez également le Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Nos amicales salutations, comme de coutume, à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Merci de leur fidélité. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Alger, à Lomé, à Dakar, Gao, Lubumbashi, Cotonou, Washington DC, à Édimbourg ou encore à Moscou. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. Ils sont très nombreux. Je promets, on les citera au cours de la semaine. Toujours et encore une pensée forte à nos amis de Bujumbura au Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa Radio. Alors que la lutte contre la pandémie du Covid-19 est devenue une priorité nationale en Algérie comme ailleurs, que reste-t-il du Irak, ce mouvement révolutionnaire déclenché dans le pays à partir de février 2019, une révolution inachevée, mais qui a déjà, à bien des égards, bouleversé la vie politique dans ce pays. Nous en parlons avec nos invités. Je vous les présente à présent. Je vais saluer d'abord Madame Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP. Zoubida Assoul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie de Badis Kenissa, membre du comité central du parti Talay El Ouriat. C'est le parti de l'ancien Premier ministre Ali Benflis. Badis Kenissa, bonsoir. Bonsoir Francis et bonsoir à toutes vos auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous. Nariman Mendil est avec nous également, confrère journaliste. Nariman Mendil, bonsoir. Bonsoir Francis et bonsoir à tous. Notre consoeur Nariman Mendil, merci d'être là. Moussab Amoudi est avec nous également, chercheur en sciences politiques. Moussab Amoudi, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, à la fin de la semaine dernière, l'Algérie était encore le pays d'Afrique du Nord le plus touché par la pandémie du Covid-19, avec 58 décès et 847 cas déclarés. C'était la semaine dernière. Alors, je vais vous poser la question d'abord à vous, Zoubida Assoul. Est-ce que le système sanitaire algérien est suffisamment armé aujourd'hui pour mener le combat, certains disent la guerre, à cette pandémie ? D'abord, merci pour l'invitation. J'aimerais saluer votre invités. Pour ainsi dire, aujourd'hui, avec cette pandémie qui touche l'humanité entière, je pense qu'aucun système, d'après les éléments que nous avons, les médias, et à travers tous les experts qui s'expriment ici et là, à travers tous les continents, il n'y a pas un seul système sanitaire qui arrive à bout de cette pandémie. Donc, bien entendu, le système de santé en Algérie est un système qui n'est pas vraiment au point. Nous l'avons dit en tant que politique depuis très longtemps, depuis des années. Malheureusement, au moment où on avait beaucoup de moyens et beaucoup d'argent, malheureusement, le pouvoir public n'a pas beaucoup investi dans le système de santé et aussi dans le système de l'éducation, mais aussi dans le développement du pays en général.
Donc aujourd'hui, je pense que dans les pays les plus performants, on va dire, dans les systèmes de santé qui sont les plus performants, aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que personne n'était prêt à affronter cette pandémie. Maintenant, chez nous, ce qu'il y a, c'est que il va falloir que tout le monde mette un peu ou se mette en trêve, parce que c'est le moment de mobiliser l'ensemble des moyens de toute la nation, de tous les Algériens et Algériennes, là où ils se trouvent, pour essayer de faire face à cette pandémie. Quand vous parlez de trêve, Zoubida Soul, vous parlez de trêve politique? Oui, absolument. D'ailleurs, moi, personnellement, en tant que chef de parti de l'opposition, je peux dire que j'ai mis carrément les activités du parti en suspens, parce que devant la vie des Algériens et des Algériens, je pense que moralement et au sens des responsabilités qui sont les miennes, je ne veux pas pour l'instant parler de politique, parce que l'urgence est de sauver le maximum de vies humaines en Algérie. Le moment aujourd'hui est à la mobilisation nationale. Le moment aujourd'hui est d'essayer de minimiser la propagation de cette pandémie. C'est ça notre rôle à tous Algériens, quel que soit notre statut, quelle que soit notre fonction, que nous soyons dans le pouvoir ou dans l'opposition. Mais ce qu'on aimerait, en tout cas moi, ce que j'aimerais, parce que ce matin même, j'étais dans les juridictions pour des procès de délit d'opinion, j'aimerais bien que le pouvoir aussi se mette en trêve par rapport aux Algériens, qu'il arrête aussi de traquer les activistes de la révolution pacifique. On en parlera tout à l'heure, justement. On en parlera parce que du côté, en tout cas, du pouvoir judiciaire, il n'y a pas de trêve réellement. Badis Kenissa, au fond, c'est à cette trêve qu'appelle aussi votre parti, parce que j'ai lu sur la page Facebook du parti Talay El Ouriat cet appel à la mobilisation des citoyens et des citoyennes dans un esprit très élevé de civisme et un haut degré de mobilisation, de solidarité dans la lutte nationale contre la pandémie du Covid-19. Vous en appelez aussi, je dirais, à une forme d'union sacrée de toute la classe politique pour faire face à la pandémie? Absolument. Comme l'a rappelé d'ailleurs Madame Zoubida Assoul, l'heure est à l'union et à la solidarité pour faire face à cet ennemi aujourd'hui invisible, dévastateur à tous les échelles. On parle bien de l'aspect sanitaire, mais il y a aussi l'aspect économique, politique et autres. Donc effectivement, l'heure est à la responsabilité également. Vous savez, l'Algérie, comme bon nombre de pays, ont compris qu'ils s'en sortiront de cette guerre que par leurs propres efforts. Rappelons-le que cette pandémie aussi, qui est une tendance mondiale, faut-il le reconnaître, a mis à nu, je dirais, des systèmes politiques, parfois déjà essoufflés, par ailleurs, que ce soit le système de santé, économique, et là je rejoins aussi ce qui a été dit juste avant, notre système de santé que nous avons hérité est un système, disons les choses clairement, délabré. C'est un système déstructuré, le résultat de plusieurs décennies de travail de fond, mais plutôt de déconstruction, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous menons une guerre, si vous voulez, contre un ennemi invisible, mais avec peu d'armes, pour pas dire des armes obsolètes. C'est ce que dit d'ailleurs le professeur Kamel Bouzid, chef de service et également président de la Société algérienne d'oncologie médicale. Il dit ceci: en Algérie, la crise sanitaire a mis à nu les défaillances du système de santé. Est-ce que ces défaillances étaient visibles avant la crise, Moussa Hamoudi? Parce que faut savoir que dans un temps très spécial, parce que de toute façon en Algérie, depuis le 22 février déjà, il n'y a pas de temps politique, il y a un temps strictement révolutionnaire. Donc, et en plus, par rapport à tout ce qui est processus de légitimation politique depuis la libération de l'Algérie de l'indépendance de l'Algérie en 1962, il n'y avait pas d'exercice de politique au sens propre. C'est que une succession de coups de force militaires. Oui. Donc, le fait que cette configuration est celle de l'Algérie empêche d'avancer sur des programmes, sur des infrastructures de santé, sur des projets politiques, sur des débats au Parlement. Donc, et de là, on a hérité de toute cette situation. Et donc, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas
c'est-à-dire des médecins, c'est un corps médical, des infirmiers, des ambulanciers qui se débrouillent tant bien que mal et dans des situations vraiment lamentables. Il suffit de voir les déclarations des médecins ou bien leur tenue, leur vestiment, leur équipement qui est vraiment, on peut oser le dire, qui vient d'un autre âge. Oui. En tout cas, l'idée ici est que Hirak, quoi qu'il en soit, a imposé une trêve. Pourquoi ? Et c'est l'erreur que n'arrive pas à détecter le régime sécuritaire, et surtout à travers les généraux sécuritaires, une poignée de généraux à leur tête, donc Wassini Bouazza et Abdelkader Lashkam. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'idée du Hirak est une, justement, idée révolutionnaire et non pas un parti politique. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer, au lieu de tendre la main et de faire une sorte de solidarité nationale, comme on a vu ça un peu partout, pour lutter contre le Covid, ce qu'ils vont faire, non, on ne va pas lutter autant que militaire contre le Covid. Notre combat n'est pas face au virus, il est face à la population. Justement. D'où ces arrêts. Justement, Moussa Hamoudi, alors Nariman Mendil, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors donc, voilà, hier, un journaliste algérien, Sofiane Meraki, correspondant de la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadin, a été condamné par un tribunal d'Alger à 8 mois de prison ferme. Il avait été accusé de recel de matériel et de fourniture des images des manifestations du 20 septembre dernier, 2019. Fourniture d'images à la chaîne Al Jazeera et d'autres médias étrangers. C'est ça l'accusation. Alors aujourd'hui même ce lundi, un certain opposant, militant du Hirak, Abdel Wahab Fersaoui, président du rassemblement Action Jeunesse, qui lui a été condamné à 1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Mais avant de vous écouter, Nariman Mendil, je me tourne vers l'avocate Zoubida Assoul. Quels sont les signaux que le pouvoir envoie avec ces condamnations qui, évidemment, dans le contexte actuel, semble un peu décalé par rapport aux urgences du moment? Malheureusement, c'est un mauvais signal, à mon sens, puisque je fais partie du collectif des avocats qui militent pour les droits de l'homme, mais aussi pour libérer tous les détenus d'opinion et les détenus politiques qui sont incarcérés depuis un certain nombre de mois, avec des chefs d'inculpation tout à fait fallacieux qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Mais aussi, aujourd'hui, la gravité, c'est que les journalistes, beaucoup de journalistes ont été incarcérés. Le dernier en date, c'est Khaled Darani, qui est un journaliste exemplaire, qui ne faisait juste que son métier de journaliste, mais aussi Marrakchi, qui vient d'être condamné à 8 mois de prison ferme. En fait, on ne comprend pas, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que aujourd'hui, le pays est vraiment confronté à une pandémie universelle qui touche l'ensemble de l'humanité. Au lieu de mobiliser l'ensemble des capacités humaines et matérielles de tout le pays, de toute la nation pour faire face à cette pandémie et surtout, en ce qui nous concerne, c'est surtout la prévention et d'arrêter cette propagation de cette pandémie, parce que ça serait grave chez nous. Nous n'avons pas les moyens d'y faire face sur le plan médical, mais aussi, jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement visiblement, il n'y a pas de vaccin jusqu'alors, et c'est pas demain, la veille, qu'on pourrait l'avoir. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On pourrait effectivement, comme l'a dit un de vos invités, que certains cercles des services de sécurité essayent de profiter de cette pandémie pour essayer de mettre fin ou alors carrément de faire peur à l'ensemble des activistes de la révolution, sauf qu'ils se trompent, parce que la révolution, c'est un état d'esprit, c'est pas un caprice, c'est pas un parti politique, c'est pas une association, c'est un état d'esprit. Les Algériens qui sont sortis depuis le 22 février 2019, ils sont sortis parce qu'ils en ont marre, ils ont envie de construire un état de droit, un état où la justice est indépendante, un état où les Algériens peuvent vivre dignement, mais surtout un état égalitaire qui puisse garantir l'égalité des citoyens devant la loi et l'égalité des chances de tous les Algériens. Merci. Mais aussi avoir un pouvoir légitime. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un très très mauvais signe. Moi, j'ai fait appel dans plusieurs de mes interventions
au pouvoir en place de dire que c'est le moment de faire une trêve, d'être au moins bienveillant envers ce peuple qui a beaucoup souffert, qui a passé une année à faire une révolution pacifique, une révolution blanche. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a rien eu. Et donc, à ce moment-là, vraiment, on pourrait croire qu'aujourd'hui, il y aurait des cercles dans les services de sécurité qui voudraient profiter de cette pandémie pour essayer de casser la révolution. Mais ils ont tort. La révolution est dans les esprits des Algériens et elle ne s'arrêtera pas. Très bien. Merci beaucoup, Zoubida Assoul. Nariman Mendil. Et voilà. Est-ce que sous couvert de lutte contre la pandémie, le pouvoir est en train de régler ses comptes avec les acteurs du Irak? Certainement, tout pousse à croire que oui, puisque c'est justement ce qu'on voit souvent chez les militants ou ce qu'on entend souvent de la part des militants et des différents acteurs politiques. On voit souvent ça dans la presse justement. Ils vous disent que le pouvoir a profité un peu de cette situation pour régler ses comptes. Il y a eu effectivement beaucoup de procès qui ont été ajournés à plusieurs reprises, qui sont passés ces jours-ci. Il y a eu énormément d'interpellations. Il y en a eu qui ont été sans suite, d'autres qui ont malheureusement poussé à l'arrestation de certains activistes ou de certains militants. Donc oui, tout pousse à croire que ça se durcit, du moins du côté du pouvoir. Tout à fait clair. Alors, je me tourne vers Badis Kenissa. Alors, on l'a dit, plusieurs acteurs d'Irak actuellement détenus, parmi lesquels plusieurs journalistes condamnés pour délit d'opinion, des ONG de défense des droits humains qui réclament leur libération et dénoncent un acharnement judiciaire particulier à l'encontre de ces détenus. On se serait attendu à ce que justement le pouvoir mette à profit, je dirais, cette période un peu, qui en appelle à l'union sacrée, comme vous le disiez, pour chercher des voies de conciliation avec les acteurs du Irak. Le pouvoir a choisi manifestement, une autre option, quoi. Écoutez, pour faire simple, vous savez, la démocratie, l'état de droit ne peuvent se construire sur les dépouilles que ce soit l'injustice ou l'oppression que certains vivent aujourd'hui, avec qui je partage effectivement cette douleur. Et c'est aussi la démocratie qui en pâtit. Disons-le, cette démocratie en devenir qui a été vendue et revendue dans mille et une discours faits par le passé. Mais il faut reconnaître qu'il y a certaines arrestations aujourd'hui, dans le contexte actuel, que ce soit des journalistes, des blogueurs, des acteurs du mouvement du Hirak, comme vous l'avez dit, ont suscité parfois beaucoup d'interrogations et de condamnations. Car ils ont jugeant ces arrestations, pour ainsi dire, d'arbitraire, je dirais même parfois à titre personnel au jugement très expéditif. Et on l'a vu récemment avec le cas de Karim Tabou. Moi, je pense j'invite d'ailleurs vivement que la justice donne des signaux forts, je dirais, de cette mutation tant attendue vers une justice indépendante, effectivement indépendante, par la communication, par la transparence, mais surtout par l'objectivité dans ces actes. Car encore une fois, nous ne pouvons pas œuvrer pour un dialogue constructif à travers le mouvement que j'encourage, et d'ailleurs qui aura de beaux jours encore devant lui, mais ce mouvement doit aussi être en complémentarité avec une oreille tendue qui l'écoute et des mains qui peuvent rendre effectif leurs revendications. Mais surtout est-ce que très clairement, avec l'arrêt des manifestations, pour des raisons que l'on sait, du fait de la crise sanitaire, ce pouvoir n'est pas en train de redevenir au fond ce qui n'a jamais cessé d'être? Écoutez, d'une part, je ne suis pas dans les secrets et du sérail, loin de moi, mais ce que je peux... à travers les actes posés. Oui, non, mais ce que je peux garantir en revanche, et c'est ça ce qui m'intéresse le plus, je pense qui intéresse aussi les Algériennes et les Algériens, c'est que le peuple aujourd'hui, et à travers le mouvement bien évidemment qui a vu le jour depuis maintenant plus d'un an, c'est force de sa détermination et sur son sens des priorités qui a fait qu'aujourd'hui, il a atteint certains acquis qui doit en être fier. Et dans ces acquis, effectivement, c'est que aujourd'hui le Hirak, le mouvement, l'acte citoyen qui a vu le jour aujourd'hui dans une démocratie quand même qui était très oppressive, très coercitive, c'est qu'il s'est mis un peu dans cette équation, à marche forcée bien évidemment face à un régime autoritariste et totalitaire, mais il s'est mis bon gré mal gré dans une équation politique dans laquelle aujourd'hui il peut finalement procéder ce que j'appelle le bottom-up, donc le changement par la base,
Vous savez, les révolutions, il faut revenir à la genèse de cette révolution, c'est que quand en haut on peut plus et en bas on veut plus. Donc, ce qui a été un peu le moteur précurseur ou catalyseur de ce Hirak. Mais aujourd'hui, moi je pense que le Hirak, vous savez, j'ai été encore plus loin, je l'ai qualifié, le Hirak, de curseur démocratique, de fabricant d'espoir. Donc je pense que j'ai cette lueur d'espoir, il faut la garder quand même en ces temps de crise, même si en ces temps de trêve, je dirais, responsable du peuple, parce qu'effectivement, faut-il le rappeler, au début, il y avait certaines dissidences aux côtés du Hirak par certains acteurs qui ont jugé inutile d'arrêter, mais la raison l'a emporté, je pense, et aujourd'hui, cette trêve permet aussi, faut-il le rappeler, que le Hirak pourrait réarticuler ses leviers et ses relais pour pouvoir peut-être être mieux armé par la suite, pour pouvoir poser plus lourdement encore dans la décision politique et la feuille de route et les perspectives d'avenir que nous pourrons construire tous ensemble. À condition que ce Irak ne devienne pas une victime collatérale de la pandémie, bien sûr, du Covid-19. On marque une pause et on revient juste après pour reprendre le cours de ce débat consacré donc à l'avenir du Irak. Le thème de ce débat, le silence du Irak. À tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Suite du grand débat de l'actualité internationale sur Africa Radio. Africa Radio, c'est le grand débat. Aujourd'hui, l'Algérie, le silence du Irak. Nous sommes accompagnés de Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques, Badis Kenissa, membre du comité central du parti Talaï El Ouriat. Nariman Mendil est avec nous, journaliste, et Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP. Nariman Mendil, alors, est-ce que l'Irak est en pause actuellement? S'agit-il d'une trêve? Ou alors est-il en train de devenir une victime collatérale de la lutte contre la pandémie du Covid-19? Alors, pour le moment, je dirais plutôt que c'est une trêve. Alors, je ne crois pas que ça soit la fin du tout du mouvement, puisque nous voyons, d'ailleurs ici en Algérie, nous pouvons le constater. Les militants, les gens qui étaient très actifs durant le Hirak, ils ont changé leur méthode de lutte, si on peut dire. Ils se sont plutôt retournés vers la lutte contre le Covid-19. Donc, ils sont là à apporter leur aide, leur solidarité, que ce soit au personnel médical, à la société, tout simplement. Donc, disons qu'ils ont juste redirigé leur lutte temporairement. Après, ils sont nombreux à vous dire « nous reviendrons, on attend juste que cette pandémie passe, que les choses aillent mieux ». Qu'on puisse faire face à ce virus pour revenir et maintenir notre Hirak comme il était, donc le vendredi, comme il faut. Et peut-être même, ce que personnellement j'ai pu constater, c'est qu'il y a certaines organisations qui sont en train de naître pour justement apporter la solidarité qu'il faut en ces temps de pandémie, et qui pourraient éventuellement être maintenus, ou du moins ce que disent leurs disons créateurs, ils disent que c'est des organisations qui pourraient être maintenues après pour organiser le Hirak, puisque c'est justement ce qui manque, disons, dans ce mouvement qui maintenant dure depuis plus d'une année, mais n'a pas d'organisation bien ficelée. Mais maintenant, il y a des organisations qui voient le jour. Il y a des initiatives qui ont déjà commencé il y a quelques mois, donc qui sont maintenues, qui continuent à travailler, qui disons, poursuivent leurs activités, même avec le confinement ou même avec la pandémie, tout est presque maintenu. Disons que c'est juste arrangé pour ne pas justement propager davantage ce virus. C'est ça. Je me tourne à présent vers Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques. Moussab Hamoudi, je pose la question parce que voilà, les avis sont partagés sur l'avenir du Irak, bien entendu. Alors, il y a un observateur algérien cité par Le Figaro International qui dit ceci, je cite, le Irak c'est fini, le coronavirus lui a porté un coup fatal, c'est sûr, mais en réalité le Irak est fini depuis le jour où Bouteflika a démissionné. Après, il est devenu un mouvement nihiliste, porteur d'un dégagisme stérile, qui a favorisé la remise en scène de toute une classe politique complètement dépassée et qui a trouvé dans un discours hystérique sa nouvelle feuille de route. Fin de citation. Que pensez-vous de ce commentaire ? Bon, les humeurs, ça peut être un trait littéraire, mais pas d'analyse politique. Parce que pour faire l'analyse, c'est mieux et beaucoup mieux de voir avec l'œil des acteurs. Et ici, on a deux acteurs. On a les généraux sécuritaires et le Hirak. Donc, je vais passer de l'un à l'autre. Si
on prend les généraux sécuritaires et leur gestion de la crise, en fait, pour l'évaluer, on va voir leurs agissements. Ils agissent de deux façons. L'incapacité, donc parce qu'ils ne peuvent pas procurer les infrastructures de dépistage, de confinement, d'infrastructures de soins, et pour pallier ça, ils agissent par un deuxième trait qui est l'opacité. Donc, on ne trouve pas de statistiques, on ne trouve pas de projections, pas de gestion de crise. Et donc, ils remplacent tout ce processus concret par quelque chose qui n'est pas concret, qui est un type très spécial, spécifique, très absurde de fake news, qui est le recours aux charlatans. Et c'est pas les charlatans avec la conception New Age sympa qu'on peut connaître ici dans le monde occidental. Mais c'est qui les charlatans? C'est des gens qui délirent, qui vont, parce que sur les chaînes de télévision algériennes, il y en a qui sortent, qui disent, et on leur donne la parole pour dire que ça y est, ils ont éradiqué le coronavirus, qu'ils ont trouvé le moyen miraculeux parce qu'ils sont infaillibles et ils ont reçu des allusions divines. C'est des choses très, très improbables, mais qui sont très médiatisées. Et en fait, le régime joue sur ça, il les propulse au devant de la scène. Pourquoi ? Pour un peu désorienter la population, essayer au moins de le faire, et continuer sa besogne qui est la gestion sécuritaire par laquelle on politise la pandémie à des fins de répression, donc sécuritaire. Donc ça, c'est concernant les généraux. Pour le Hirak, c'est surtout la reprise qui va être très différente, parce que à travers ces étapes, ces semaines, en fait, on trouve des mouvements de société de hirakistes, de ceux qui sont actifs dans le Hirak, où c'est eux qui font la solidarité, c'est eux qui vont aller chez les gens qui n'ont pas d'un certain âge, qui ne peuvent pas sortir, et ils leur font les courses, c'est eux qui essayent d'inventer des masques de protection, c'est eux qui font les petites salles de désinfection. Et donc ici, on a littéralement le Hirak qui s'est substitué au régime. Alors est-ce que cela a une répercussion? Bien sûr, parce que c'est une idée qui s'est ancrée. Avant, c'était juste un propos que le Hirak va sortir et va changer. Mais là, c'est le changement concret. Qu'est-ce que ça va engendrer? En fait, il va s'agréger sur les anciens hirakistes d'autres couches sociales, parmi lesquelles certaines qu'on appelle par exemple la catégorie qu'on aime à parler, les index bleus. En fait, c'est pour désigner ceux qui ont voté pour Tebboune, donc ils ont mis de l'encre bleue sur leur index. Ceux-là, ils ont un peu soutenu Tebboune et le régime militaire, surtout à l'ère Gaïd Saleh, et ils continuent de le faire par opportunisme. Mais en retour, ils n'ont rien obtenu. Oui. Donc il y a aussi d'autres couches sociales telles que les neutres ou la middle class, la classe moyenne, qui vont voir encore les jours à venir leurs parents et leurs proches mourir du Covid, alors que le régime ne les protège pas. Donc ceux-là aussi vont s'agréger sur le Hirak. Et moi, ma crainte personnelle, mon observation, c'est qu'on passe d'un Hirak, qui est une révolution sans précédent, un peu postmoderne, à une configuration qui peut être d'une révolution du 19e siècle. Donc ici, parce que toute la configuration, mentalement, toute la population a réalisé qu'il y a un obstacle qui est les militaires, et une alternative concrète qui est le Hirak, si peu soit ses moyens. Et donc comme c'est ancré, il peut y avoir des répercussions qui peuvent éjecter les militaires de façon qui peut être féroce. Je comprends que vous ne voulez pas tellement commenter, évidemment, la citation que je vous ai faite. Je ne veux pas insister parce que cette citation, de toute façon, c'est celle d'un observateur algérien qui s'est donc confié au Figaro International sous le sceau de l'anonymat. C'est pas très courageux. Alors, je me tourne vers vous, Zoubida Assoul. Je reviens sur cette répression discrète à l'encontre des acteurs du Hirak. Alors, on peut s'en étonner parce qu'on s'en souvient quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, au lendemain de son élection, le président Abdelmajid Tebboune avait plutôt donné des gages d'apaisement à son arrivée au pouvoir. Il disait comprendre les acteurs du Hirak. Il était plutôt, disons, partisan, je dirais, de la main tendue vers les acteurs du Hirak. Comment peut-on expliquer ce durcissement soudain dans ce contexte particulier? C'est vrai qu'il y a un contexte particulier, mais surtout, est-ce que les acquis du mouvement du Hirak, qui ne sont pas négligeables, est-ce qu'il est possible que le système politique s'en détourne et fasse comme si rien ne s'était passé? Je ne pense pas. Et il ne peut pas, comme bien même il le voudrait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au mois de juin passé, je l'avais dit, je l'avais déclaré, je ne sais pas sur quel organe médiatique, mais en tout cas par écrit dans un des quotidiens algériens, j'avais dit qu'on était toujours sur la feuille de route de Bouteflika sans Abdelaziz. En fait, rien n'a changé. Beaucoup de gens
naïvement ou par opportunisme. Il y a plusieurs catégories de gens qui croyaient qu'avec l'arrivée de Tebboune, qui déjà souffrait au départ, à son arrivée, il souffrait d'un manque de légitimité populaire, mais en plus, il avait soi-disant donné un gage lors de son investiture, comme quoi il tendrait la main vers le Hirak, mais en fin de compte, rien n'a changé. Personnellement, je ne suis pas surprise parce que d'abord, il n'a pas de vision lui-même, il n'a pas de projection. On le sent tous les jours, au quotidien, à l'approche, à la manière de gérer les affaires, mais encore plus durant cette pandémie. Donc aujourd'hui, moi je pense, ce qui est grave, c'est que à la fois, il tenait un discours disons, avec des signes dans le discours disons, d'aller vers vraiment de l'apaisement, mais finalement, dans la réalité, il n'en est rien, puisque les choses, au contraire, se sont aggravées depuis son arrivée. Depuis très longtemps, on n'a pas vu des journalistes incarcérés. Aujourd'hui, nous le vivons, avec Marrakchi, avec Khaled Dararni, mais avec beaucoup de journalistes aussi qui trouvent énormément de difficultés à exercer leur métier, à la fois dans les médias publics, mais aussi dans les médias privés. Donc ça, c'est une réalité que nous vivons, nous, en tant qu'activistes, en tant que politiques, qui sommes en contact avec le mouvement et qui sommes dans le mouvement révolutionnaire. Donc aujourd'hui, moi je ne crains pas du tout pour le Hirak, comme je vous ai dit, parce que le Hirak, c'est l'idée, c'est l'esprit des Algériens. Mais aujourd'hui, même les gens qui avaient un petit espoir en Tebboune, aujourd'hui, c'est la grande désillusion sur tous les plans. À la fois, il n'y a pas de discours politique. D'ailleurs, ce qui leur fait défaut pendant cette pandémie, c'est qu'il n'y a même pas de discours politique et de communication qui puisse accompagner peut-être le peu de mesures qu'ils sont en train de prendre, mais en plus, il n'y a pas d'appel à la mobilisation de toutes les capacités nationales. Et au contraire, pour nous, en tant qu'Algériens, en tout cas, j'ai toujours cru en la volonté, en la capacité du peuple algérien à renaître de ses cendres, mais aujourd'hui, on peut faire redémarrer le pays en comptant sur nos capacités, sur cette jeunesse qui commence déjà sur le terrain. Regardez à l'université de Tizi Ouzou, l'hôpital, le CHU de Tizi Ouzou, qui commence déjà à mettre en place le premier aspirateur made in Algeria et tout à fait algérien. Les gens qui produisent aujourd'hui des masques, qui produisent des équipements de protection pour le personnel de santé en Algérie, mais aussi, comme l'a dit Madame Mendil, c'est que les Algériens du Hirak aujourd'hui sont totalement investis sur le terrain pour faire ce travail de solidarité et de proximité avec les citoyens, surtout dans les wilayas qui sont très touchés, comme la wilaya de Blida, cet élan de solidarité. Donc moi, personnellement, je ne crains pas pour le Hirak, bien au contraire. Mais par contre, aujourd'hui, on va remarquer que le pouvoir, malheureusement, est en train de profiter de cette trêve avec laquelle le peuple algérien a démontré, mais alors là, une maturité politique exceptionnelle, puisque à choisir entre continuer à sortir dans la rue ou protéger les vies humaines, le choix des Algériens a été vite fait. Et moi, personnellement, depuis le début, j'ai pris mes responsabilités et j'ai appelé à la suspension des marches hebdomadaires en Algérie, parce que sans la vie, il n'y aura pas de Hirak, il n'y aura pas de révolution. Donc on privilégie bien entendu la préservation des vies humaines, mais aujourd'hui, l'ensemble des activistes du Hirak, non seulement ils sont sur le terrain, mais ils sont en train de se réorganiser, de réfléchir, mais de mettre en place même d'autres voies et moyens pour revenir encore plus fort. Très bien. On va marquer une dernière pause dans cette émission et on revient en 2 minutes pour la troisième et dernière partie de cette édition consacrée à l'avenir du Hirak en Algérie. À tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. En Algérie, le silence du Hirak, la lutte contre la pandémie de Covid-19 est devenue une priorité nationale en Algérie comme ailleurs.
Dans ce contexte, que reste-t-il du Irak, le mouvement révolutionnaire déclenché en février 2019 en Algérie? Nous sommes accompagnés de Nariman Mendil, journaliste, Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès, Badis Kenissa, membre du comité central du parti, Talaï El Ouriat et Moussab Amoudi, chercheur en sciences politiques. Badis Kenissa, c'est à vous que je m'adresse à présent. Alors, on a beaucoup parlé de trêve politique en début d'émission, tout comme Zoubida Assoul d'ailleurs. Bon, alors, pour faire une trêve, il faut être deux. Voilà, manifestement, il semble que le pouvoir joue sa partition seul, sans pour autant y associer tous les acteurs de la scène politique algérienne. Quelle réflexion vous est-ce que cela augure, je dirais, des lendemains apaisés une fois que le pays sera sorti de cette crise sanitaire? Effectivement, cela dépendra de l'autre parti, donc le parti des gouvernants, le parti de Abdelmajid Tebboune, donc de ce qu'il incarne. Je rejoins effectivement ce qui a été dit partiellement, parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui nous vivons une période inédite, une période, je dirais même singulière, et historique à l'échelle mondiale, qui a mis à nu, tout à l'heure je disais, certains systèmes politiques, mais surtout aussi parfois certaines démocraties. Je ne vais pas m'inscrire en avocat de qui que ce soit, mais vous savez, certains pays qui se disaient démocratiques ont eu quelques frayeurs, quelques difficultés à restreindre la circulation et la liberté des citoyens, car confinement oblige. Et je pense qu'on est très bien placé ici en France pour le savoir, avec cette montée crescendo des restrictions en matière de politique dissuasive. Je pense que aujourd'hui il est très tôt, parce que on est face à, encore une fois, une pandémie mondiale. Alors on est face en fait à un élément perturbateur, je dirais, qui altère quelque part la lecture, quelle qu'elle soit politique ou autre. Ceci étant, on a effectivement, je dirais, des inputs qui sont là, qui sont factuels, notamment la période avant Covid-19, qui présageait peut-être quelque part, je dirais, en bon positif et semeur d'espoir, une approche plus ou moins constructive à travers cette politique du dialogue et autres, qu'elle soit effective, qu'elle soit sibylline, qu'elle soit de façade, on n'en sait rien, donc il faut aller au-delà. Il y a eu cet élément, comme je disais, perturbateur, qui est le Covid, qui est venu un peu altérer, qui est venu un peu stopper d'une manière frontale cette lancée. Maintenant, Abdelmajid Tebboune, il est à 100 jours quasiment de son mandat. Il y a des défaillances, il y a des carences, c'est vrai, il faut reconnaître, mais je pense en notre qualité, je dirais, de citoyen d'abord et d'opposant par notre étiquette, qu'elle soit politique ou autre, mais l'exercice citoyen aussi, c'est de dire les choses quand elles ne vont pas et dire les choses quand elles vont dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui ont été faites, effectivement, que ce soit dans la gestion du Covid, timidement, c'est vrai. On n'a pas pu profiter ou utiliser à bon escient cette opportunité d'avoir un certain recul ou une approche tardive de la pandémie en Algérie pour pouvoir justement anticiper sur certaines choses, et notamment les plans d'action et autres. Oui. On l'a vu à travers la communication et à travers le système de santé aussi, qui est, comme je disais en introduction, très en inadéquation par rapport aux besoins. Maintenant, il y a aussi cet aspect aussi que le Hirak doit comprendre. Le Hirak aujourd'hui, vous avez parlé des acquis. Les acquis sont, enfin, je pense qu'il a su, en un temps très record, étoffer son état de service. Vous l'avez cité tout à l'heure, il me semble, la chute du 5e mandat, on va dire l'arrêt de tentatives de recyclage de ce système qui, malgré tout, essaye quand bien même de se recycler de mille et une manières. Mais le peuple, aujourd'hui, moi, ce qui me permet de garder cette note d'espoir, c'est que le peuple s'est réconcilié avec l'espoir et peut enfin se projeter dans un avenir qu'il peut, pour une fois, qui peut désormais lui-même dessiner les pourtours et traduire les perspectives d'avenir. Vous savez, le Hirak aussi a compris, je pense, une chose, ce que je disais tout à l'heure avant l'interruption publicitaire, c'est que le peuple a compris aussi que c'est force de sa détermination, de cette trêve aussi, qui peut permettre effectivement une valeur ajoutée de réarticulation, ce que je disais tout à l'heure, des leviers, de restructuration, d'organisation, de construction de vision collective, inclusive, oui, mais inclusive de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en bon démocrate pratiquant, je respecte l'index bleu, je respecte l'index rouge, je respecte l'index neutre, parce que c'est ça aussi l'Algérie. L'Algérie, c'est tous les Algériens. C'était ça aussi la position, je dirais, modérée de votre candidat Ali Benflis à la présidentielle. Au-delà d'une position modérée, c'est une position de la raison. Vous savez, c'est
c'est une position de la cohérence, de la corrélation par rapport à notre engagement par le passé. Mais je pense que le peuple aussi, et le Hirak surtout, a compris ou doit comprendre, effectivement, toute modestie gardée, je ne donne pas de leçon, que il faut agir ou œuvrer pour un début de solution et non pas une solution instantanée. Cette début de solution, il faut l'impulser. Et l'impulser, c'est, comme je disais tout à l'heure, par la base. Pourquoi pas créer ce trait d'union qui manquait tant à la politique algérienne, c'est-à-dire des parlementaires engagés, un parlement ou des institutions légitimes, donc une relégitimation. Elle passe par l'engagement du peuple, par l'engagement du Hirak. Mais pour cela, il faut de la bonne volonté de toutes parts, des deux côtés, si j'ose dire. Hein. Sinon, c'est l'affrontement. Je suis d'accord, mais encore une fois, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire camper sur des hypothèses, dans le cadre hypothétique, et donner des conclusions parfois hâtives. Je pense qu'il faut jouer le jeu. Je pense que le peuple algérien aujourd'hui, on est conscient, et je pense que l'Irak joue le jeu ou pas pour l'instant? Pardon? Les acteurs du Irak jouent le jeu en ce moment ou pas? Écoutez, déjà, ils ont commencé à jouer le jeu par cette trêve qui, je dirais tout à l'heure, était responsable et raisonnée. Donc je pense que maintenant, l'avenir nous le dira en post-Covid-19, que j'espère se terminera dans des conditions, on va dire, positives, avec un moindre mal, et avec quand on connaît, comme je disais tout à l'heure, l'évolution très inquiétante et très alarmante de cette pandémie en Algérie, avec une certaine opacité, j'avoue. Mais voilà, je pense que a posteriori, nous pourrons en tirer des conclusions et mettre au pied du mur, certainement, l'autre partie, comme vous le dites tout à l'heure, parce qu'encore une fois, cette construction, et on y croit profondément, qu'elle doit se faire d'une manière bilatérale. L'unilatéralité est terminée, je pense, et révolue. Merci beaucoup. Nariman Mendil, vous êtes d'accord? Alors, finalement, quelle que soit l'issue de l'histoire, si je puis dire, quelle que soit la suite de l'histoire, l'Irak aura déjà profondément bouleversé ou durablement bouleversé la vie politique en Algérie. Oui, sûrement. Ça a sûrement changé beaucoup de choses. Il y a certainement un avant et un après Hirak, quoique on n'en est pas encore à l'après, si on croit les différents avis qu'on peut avoir de la part des militants ou des acteurs politiques qui se sont engagés dans le Hirak, donc qui vous disent que ce n'est qu'une trêve, une trêve responsable, comme l'ont dit vos invités justement, c'est que on doit l'observer pour sauver l'homme, puisque sans l'humain, il n'y aura ni révolution ni quoi que ce soit. Donc après, c'est clair qu'il y aura un après Hirak sûrement. Ça a changé beaucoup de choses. Il y a, disons, un peu comme une confiance en soi, parce que pendant des années, les Algériens se sont désintéressés ou ont délaissé la politique. Ça a été pendant longtemps du ressort exclusif des, disons, partis politiques, certaines associations et évidemment des politiques eux-mêmes. Donc aujourd'hui, ils ont repris un peu la chose politique, ils n'ont plus peur de l'approcher ou d'en parler. Et il y a un peu comme une maturité aussi qu'on peut voir dans la rue. Ou dans les cafés, puisque c'est ici qu'on parle, beaucoup de politique, pardon. Donc on voit un peu cette détermination aussi qui est là à faire changer les choses, quoique il y a beaucoup de difficultés, parce que la volonté ne suffit pas. On a pu le voir pendant un peu plus d'une année. Et maintenant, peut-être que le grand enjeu pour le Hirak, c'est celui de l'organisation, ou celui d'aboutir à quelque chose ou de proposer quelque chose, d'avoir une proposition. Les partis, les associations, les différents acteurs. La fameuse question de la structuration du mouvement, c'est ça? Oui, entre autres structuration. Qui est rejetée par une partie d'ailleurs du mouvement. Hein. Pardon? La notion de structuration est rejetée par une partie du mouvement du Irak. Hein. Oui, par une très très grande partie, mais disons, c'est peut-être pas forcément la structuration, mais qu'il y ait des propositions concrètes. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui sont, disons, qui sont en préparation ou qui existent. Il y a des volontés, il y a des gens qui ont fait des travaux qui, je crois, certains seront exposés. On l'espère juste après la pandémie, du moins c'est ce que les gens disent ou les initiateurs de ces projets disent. Donc on devra attendre du moins pour voir. Mais voilà, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Si le Hirak reprend, je crois que ça sera le cas. Peut-être qu'il y aura plus d'initiatives, plus de propositions et peut-être un engagement plus
plus tracé ou plus ciblé que durant sa première année, puisque nous avons eu justement toutes ces, disons, mauvaises surprises ou tout ce qui s'est passé, que ce soit la pandémie qui a mis à nu beaucoup de difficultés, pas seulement dans le domaine sanitaire, mais également sur le plan économique, commercial et autres. Donc, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Très bien, merci beaucoup Nariman. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Évidemment, le sort judiciaire de plusieurs acteurs du Irak est toujours préoccupant. Zoubida Assoul, on a vu là, dans plusieurs pays en ce moment, du fait de la crise sanitaire, on libère des prisonniers pour lutter contre la pandémie, pour protéger également des personnes, je veux dire, dans ce contexte inquiétant et particulier. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le pouvoir algérien assouplisse aussi les mesures judiciaires et carcérales en faveur des acteurs du Irak emprisonnés actuellement ? Écoutez, normalement, c'est ça qui devrait se faire, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines conclusions qui disent que le Hirak n'a pas fait de proposition. Je m'inscris en faux quand on dit qu'en face du pouvoir, il n'y avait pas d'autres propositions. Il y avait énormément de feuilles de route. Je peux en rappeler, énormément de partis politiques de l'opposition ont présenté des feuilles de route. On n'a pas arrêté. Depuis le mars 2019, le parti que je préside, nous avons proposé une feuille de route de sortie de crise. Ensuite, le PAD, c'est un regroupement, c'est le pacte de l'alternative démocratique. On a proposé une feuille de route de sortie de crise. Le Hirak lui-même, dans sa démarche depuis une année, ses revendications étaient claires. C'est demander un état de droit, l'indépendance de la justice, un état civil, que l'armée ne se mêle plus de la entend bien, Zoubida. On entend bien, vous l'avez déjà d'ailleurs dit beaucoup dans d'autres émissions où on vous a invité. On y reviendra certainement encore, puisqu'on est loin d'avoir fait le bilan du Irak, bien entendu. Juste une réponse sur la question que je vous ai posée. Est-ce que vous allez entreprendre des démarches pour qu'on libère ces détenus, ne serait-ce que pour la sécurité sanitaire ? Absolument. Moi, j'avais fait appel il y a une dizaine de jours à ce qu'il y ait vraiment une amnistie générale et que cette amnistie puisse toucher en premier chef les gens qui sont détenus, les détenus d'opinion. Aujourd'hui même, moi j'ai été avec tout le collectif, enfin une grande partie du collectif des avocats pour Karim Tabou. Karim Tabou, aujourd'hui encore, il y avait un procès contre lui devant le tribunal de Koléa qui dépend de la cour de Tipaza. Ce procès-là, c'est une photocopie du procès sur les mêmes faits pour lesquels il a déjà été jugé à Alger et avec lequel on a eu le simulacre de procès du 24 mars passé, où il n'y a pas eu de procès, qu'il a été condamné à 1 année de prison pour l'empêcher de sortir le 26 mars passé. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il est temps, la balle est dans le camp des gens qui dirigent les services de sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, il est temps qu'ils fassent cette trêve. Avec cette pandémie, il va falloir libérer le procès de Karim Tabou. Nous avons pu le différer, le reporter jusqu'au 27 avril prochain. Mais pour nous, ça reste encore une menace. C'est un harcèlement judiciaire contre Karim Tabou, contre Rachid Mekez qui est toujours en prison, que j'ai vu aujourd'hui même, Khaled Drarni, le journaliste, etc. Bien entendu, moi j'ai fait appel. J'espère que nos dirigeants vont écouter la voix de la raison et qu'ils puissent aller vers des mesures d'apaisement et libérer ces gens-là. On continuera à suivre évidemment cette actualité, bien sûr, toutes ces situations. Zoubida Assoul, merci beaucoup d'être venue, présidente de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Merci encore à Nariman Mendil, merci beaucoup, ma consoeur toujours disponible pour participer au grand débat. Merci infiniment. Badis Kenissa, merci à vous, membre du comité central du parti Talaï El Ouriat. Merci également à Moussab Amoudi, que nous aurons le plaisir de réinviter en tout cas avec beaucoup d'intérêt, chercheur en sciences politiques. Merci à toute l'équipe du Grand Débat et une pensée à tous mes collègues confinés, bien sûr. L'émission a été réalisée par Hugo Vallière. Vous pouvez la réécouter, cette émission en podcast sur notre site africaradio.com. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa Radio. N'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses et prenez grand soin de vous et de vos proches et de tout ce que vous aimez, bien sûr.